Bienvenue sur Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Albert Bourgi. Albert Bourgi est professeur des universités et professeur en droit public et en sciences politiques. Albert Bourgi, merci d'avoir accepté notre invitation. Un an Merci. après l'installation de Macky Sall, le nouveau régime, quelle lecture faites-vous de sa démarche? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas avoir une lecture en tant que telle de sa démarche. Ce qui est vrai, c'est qu'un an après, disons que Macky Sall a bénéficié d'un état de grâce prolongé. État de grâce prolongé pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il a succédé à un régime, à un pouvoir qui a été à un moment donné, bien évidemment, complètement rejeté par les Sénégalais. La preuve, c'est le scrutin. Et qu'il a été élu, n'oublions jamais aussi, avec 65% des voix, sans chercher à savoir de quelle manière ces 65% étaient réunis. Donc la légitimité était véritablement là, et la volonté de rupture qui a été annoncée par Macky Sall était souhaitée et continue d'être souhaitée par les Sénégalais. Donc il y a eu cet état de grâce. On entre aujourd'hui, semble-t-il, dans le dur. On entre véritablement dans le dur, dans la mesure où aujourd'hui le président doit offrir des solutions, doit offrir des perspectives aux Sénégalais, notamment dans des domaines extrêmement sensibles, domaine social, domaine économique, domaine culturel. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont complètement sinistrés. Sans doute, ça fait partie de l'héritage de l'ancien pouvoir, mais ça tient aussi, ne l'oublions jamais également, ça tient à la crise internationale. Et le Sénégal est également ballotté par les effets, les conséquences dévastatrices de la crise économique et financière qui sévit aujourd'hui dans les pays industrialisés, notamment dans les pays occidentaux. Et les liens qui existent entre le Sénégal, les pays africains, un certain nombre de pays du Nord, font que, ma foi, la manne qui existait naguère, notamment cette fameuse rente financière, cette fameuse rente que le Sénégal, dont bénéficiait le Sénégal à cause précisément de son expérience démocratique, cette rente s'est véritablement raréfiée. Oui, mais beaucoup de Sénégalais disent que cette rupture dont vous parlez souhaitée, ils l'attendent encore. Mais ils l'attendent parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'annoncer des ruptures que de les engager. Vous savez, une rupture, ou les ruptures en question, c'est les ruptures politiques, les ruptures institutionnelles, les ruptures dans les pratiques, ruptures également par rapport à toutes les dérives qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu un amoncellement de dérives, une accumulation de fausses routes empruntées par l'ancien pouvoir que on ne règle pas tout cela en un an. Un an et 2 mois ou 3 mois, c'est évident. Le mandat est de 5 ans, il ne faudra sans doute pas attendre 5 ans, mais je pense que le pouvoir actuel a pris sans doute la mesure des attentes qui sont pressantes des Sénégalais et qu'il n'a pas encore tous les moyens précisément d'apporter toutes ces solutions souhaitées, qu'il n'a pas les moyens justement de donner un sens, un contenu à ces fameuses ruptures. C'est clair, on le voit, l'ordre des priorités est un petit peu bancal, il faut dire les choses comme elles sont, les choix parfois sont hésitants, parce qu'il y a véritablement comment dirais-je, des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Comment régler les questions qui portent notamment sur l'éducation? Comment régler les questions qui portent sur la santé? Comment régler les questions qui portent sur les infrastructures? Ça demande des moyens et sans doute que les attentes sont pressantes, on le disait un instant, mais on fait avec les moyens que l'on a. Et je crois que, hélas, aujourd'hui, le Sénégal n'a pas peut-être les moyens financiers qui étaient ceux notamment de Wade en 2000, n'oublions jamais cela. Et par la suite, et on sait ce qu'il en a fait quand même de ces moyens financiers, qui ont été parfois utilisés à bon escient, mais bien souvent, disons les choses comme elles sont, dilapidés dans des projets qui étaient des projets parfois pharaoniques sur le papier, mais qui se résumaient à peu de choses au bout du compte. Mais les moyens, il faut aller les chercher. Avec Abdoulaye Wade, on a vu quand même qu'il y avait une ouverture vers les pays asiatiques, les pays arabes, entre autres. Mais avec Macky Sall, on a l'impression qu'on est dans un recadrage encore vers les bailleurs de fonds classiques, la Banque mondiale, les FMI, la France. Oui, c'est vrai, vous avez raison, les bailleurs de fonds classiques, mais les bailleurs de fonds asiatiques aussi, leurs moyens se raréfient. N'oublions jamais cela. C'est vrai qu'il y a de l'argent, les monarchies notamment du Golfe ont beaucoup donné, on sait ce qu'il en est. Au moment de la rencontre de l'OCI, il y a eu une manne financière considérable, elle s'est dispersée, diluée, et généralement, vous savez, ces fameux donateurs arabes ou des monarchies du Golfe ne donnent jamais l'argent pour rien. Il y a toujours quelque chose qu'on demande en retour, et surtout on essaie de savoir ce qu'il en a été véritablement de l'utilisation des moyens financiers. Or, une expérience qui a été, après tout avec Abdoulaye Wade, qui a été au bout du compte un échec quand même, véritablement un échec, fait qu'il y a des hésitations. Et puis on est dans un contexte beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans.
beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y a eu une espèce d'euphorie. Et c'est vrai que l'expérience sénégalaise à ce moment-là a entraîné dans son sillage des moyens considérables, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On le voit avec le voyage d'Obama, certes, grande portée politique, si vous voulez, grande portée diplomatique, mais sans véritablement des faits économiques et financiers. Oui, mais justement, beaucoup de Sénégalais s'attendaient peut-être avec la visite d'Obama au Sénégal, qu'il y ait des financements, qu'il y ait des trucs, mais apparemment, tel n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Les États-Unis ne sont pas aujourd'hui parmi les grands donateurs. Hein. Si on veut véritablement trouver des moyens financiers, il faut se tourner vers les pays effectivement asiatiques. Hein. Il faut même se tourner d'une certaine manière. Dans les rapports en tout cas économiques et financiers avec les pays d'Amérique du Sud. Il faut voir avec les pays émergents, sans aucun doute. Il y a aujourd'hui incontestablement, par exemple avec la Russie. C'est vrai que la Russie, elle est là. Sans doute qu'il va falloir à un moment ou à un autre diversifier davantage justement le partenariat extérieur. Je pense que l'image, si vous voulez, du président est bonne, mais cette image, elle est largement contrariée aussi par les besoins considérables que le Sénégal exprime, bien évidemment, un petit peu partout, dans des grandes conférences, et puis surtout par le fait que le Sénégal n'est plus seul. Et que le Sénégal, son expérience est certes reconnue, elle est sélective d'une certaine manière, mais elle est également aujourd'hui largement étayée par d'autres types comment dirais-je, d'engagement politique avec d'autres États africains. Et du coup, je crois que vous savez, il y a quelques années, on parlait beaucoup d'aide au développement. Vous n'entendez plus parler d'aide au développement, parce que c'était d'abord une imposture. Bien souvent, cette aide au développement, c'était simplement des effets d'écriture budgétaires, sans véritablement d'effets concrets. Il n'y a plus d'aide au développement. Ce qu'il existe aujourd'hui de projets, notamment avec les pays, des partenaires classiques, traditionnels, notamment, vous parliez de la France, l'Union européenne, pays européens, d'une certaine manière, même au-delà, à un moment donné, les États-Unis, le fameux programme Lagoa, etc. Tout ça, ce sont des mécanismes, ce sont des financements qui se sont largement taris. Regardez aujourd'hui, même du côté de l'Union européenne, quand on parle du Fed, certes, on promet, ça vient, ça tombe, c'est vrai, mais une fois que le pays accède ou à le PPTE, on lui donne quelque chose et ensuite on le met d'une certaine manière sous contrôle justement des institutions en question. Et bien souvent, ce contrôle qui est de fait exercé par le FMI ou la Banque mondiale ou d'autres institutions financières, mais ce contrôle, ma foi, se fait de manière extrêmement stricte et du coup raréfie, encore une fois, les moyens de financement. Mais est-ce que l'équipe que Macky Sall a mise en place est à la hauteur pour aller chercher ces financements? Écoutez, parce que comme la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une guerre, et la Côte d'Ivoire arrive sur le marché international à trouver des financements. Oui, mais écoutez, d'abord la Côte d'Ivoire a peut-être beaucoup plus de ressources. Vous savez, c'est le premier producteur mondial de cacao, il y a le café, il y a du pétrole, il y a des perspectives. C'est un pays déjà plus important, en tout cas même économiquement parlant, donc que le Sénégal. Mais je ne crois pas, méfions-nous des chiffres qu'on avance. On entend pratiquement des chiffres presque à 10 ou 11 ou 8 ou 9, etc. Il faut toujours se méfier de ces fameux chiffres dont on affuble bien souvent la croissance dans certains pays. C'est le cas notamment de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement faire la comparaison entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il faut laisser le Sénégal à sa mesure, sans doute. C'est une période très dure. C'est une période très dure. Est-ce que l'équipe est à la hauteur? Moi, écoutez, je n'ai pas de jugement à porter sur l'équipe, qu'elle est ou non à la hauteur. J'imagine quand même que le président a choisi une équipe en fonction justement des échéances que le Sénégal a en face de lui, sans aucun doute, et notamment en fonction des tâches à accomplir, qui sont des véritables travaux d'Hercule. N'oublions pas, quand même, c'est terrible, l'hivernage arrive, les méfaits des inondations, l'électricité, les pénuries diverses, je vois également de gaz, etc. Donc ça signifie que quand on choisit les membres d'un gouvernement, on est censé les choisir en fonction, bien évidemment, de leur propre qualité, mais en fonction également des besoins, ou tout au moins des tâches qu'on va lui confier à tel ou tel ministre. S'ils ne sont pas bons, il faut tout simplement s'en débarrasser. Je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer j'ai du mal à dire que tel ou tel, comment dirais-je, ministre, je n'ai pas suffisamment de mesures pour me prononcer là-dessus, dire que tel ou tel ministre n'est pas à la hauteur.
Est-ce que c'est le gouvernement qui à ce moment-là, serait en mal de véritable fonctionnement? Notamment, c'est possible, globalement, mais je ne crois pas qu'il faille stigmatiser ou indiquer que tel ou tel ministre n'est pas l'auteur ou tel responsable ministériel ne remplit pas du tout les obligations ou la feuille de route. Vous savez, c'est la grande expression, la feuille de route qui est fixée par oui, mais parce qu'il y a quand même des urgences. Aujourd'hui, vous n'avez pas des inondations, la demande sociale qui est là, les Sénégalais qui se plaignent de plus en plus que les produits deviennent de plus en plus chers, ils attendent des réponses. Mais vous savez, Alassane Samba Diop, n'oublions pas d'où, quand même, je vais être un peu, je ne vais pas revenir, on ne va pas ressasser le passé, hein. C'est trop facile de dire ceux qui ont perdu étaient mauvais, etc. Ceci étant, lorsque les élections se sont tenues, il y a quoi? L'élection s'est tenue il y a un peu plus d'un an. Le Sénégal était véritablement dans une impasse économique et sociale. Nous n'oublions pas les inondations. Tout ça s'est accumulé. Et c'est vrai que le bilan, finalement, était extrêmement lourd. Bilan économique et social est extrêmement lourd pour le Sénégal, bien évidemment, lors de l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. Peut-il résorber tout cela en si peu de temps? Pas du tout. Y parviendra-t-il, comme il s'est engagé lorsqu'il a été élu, notamment en promettant un avenir meilleur pour les Sénégalais? Il faut le souhaiter. Ceci étant, il est actuellement quand même, j'ai envie de dire, sous surveillance des Sénégalais. C'est vrai que les Sénégalais aujourd'hui cherchent véritablement à trouver les indications de réussite ou de succès dans tel ou tel secteur. Ce n'est pas toujours évident. Et attention, parce que aujourd'hui les choses ont complètement changé. Regardez, même les classes moyennes sont de plus en plus dans la difficulté. Elles finissent elles-mêmes par se sentir mal, a fortiori dans nos pays, malheureusement, le cas du Sénégal, où les défavorisés constituent un pourcentage extrêmement important de la population. Donc il y a véritablement aujourd'hui une grosse cassure dans la population, entre les défavorisés, les très défavorisés, les classes moyennes qui commencent à peiner elles-mêmes, et une petite élite, sans aucun doute, qui a plus de moyens que les autres, et qui peut-être, aux yeux des défavorisés, constitue une cible. C'est pour ça, justement, qu'il y a cette fameuse traque des biens mal acquis. On se dit, au fond, peut-être que l'argent est ailleurs, il faut aller le chercher. C'est pas le pouvoir en tant que tel qui le dit, mais sans doute l'opinion publique sénégalaise qui dit, au fond, il n'y a rien, on souffre, sans doute. Il y a aujourd'hui une crise un peu économique et sociale latente dans le pays. Il faut rapidement y remédier, il faut sans aucun doute s'y atteler véritablement et chercher les parades qui soient des parades à la fois institutionnelles et des parades, bien évidemment, qui puissent être véritablement mises en place, ces parades, avec l'aide notamment d'un certain nombre de bailleurs, pas nécessairement les bailleurs traditionnels. Moi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des institutions financières en tant que telles. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas attrapé aujourd'hui par rapport aux promesses qu'il faisait aux Sénégalais pendant la campagne électorale? On a promis aux Sénégalais de régler des problèmes. Un an après, les choses... C'est vrai que moi, je pense qu'il faut peut-être prendre les choses autrement. C'est de dire, on a certes promis, est-ce qu'on a promis que tout sera réglé en un an et demi? Ça me paraît impossible à avancer en tant que tel, ou est-ce qu'il faudra sans aucun doute du temps, et je crois aussi que pour que les promesses puissent être tenues, il faut qu'il y ait des réformes de fond. Il y a des réformes structurelles véritablement engagées pour que le changement souhaité, ou les changements souhaités, les réformes structurelles, c'est-à-dire voir un petit peu les structures qui ont été mises en place, qui ont mal fonctionné. C'est peut-être aussi les rouages, même ministériels, les rouages économiques proprement dit. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Vous parliez tout à l'heure de l'équipe qui est en place. Au-delà de l'équipe ou des membres de cette équipe, ce sont les structures elles-mêmes qui sont parfois défaillantes. Et puis, voilà, et puis il y a des secteurs... Moi, je prends le cas, par exemple, du secteur bancaire sénégalais qui est assez développé, mais en revanche, c'est un secteur bancaire qui n'apporte pas grand-chose véritablement au développement. C'est un secteur bancaire qui permet la circulation financière et monétaire sans doute, mais pour autant n'est pas un outil de développement. Est-ce qu'il ne faut pas chercher ailleurs justement ces fameux outils de développement, outils financiers, outils économiques, dans des structures qui soient des structures interétatiques?
beaucoup plus que d'aller soi-même s'engager dans la mise en place d'un mécanisme qui tourne tout simplement à vide. Oui, le président Abdoulaye Wade avait dénoncé les taux de bancarisation qui sont élevés au Sénégal. Macky Sall a fait de même. Il y a même le gouverneur de la BCEAO qui avait dit que les taux sont élevés. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Est-ce qu'il a les moyens aujourd'hui? Moi, je crois franchement, vous tendez une perche à Alassane Samba Diop. Je crois qu'il faut voir un peu ce qu'il en est de la zone franc. On n'en parle pas de la zone franc. La zone franc n'a pas changé, modifié d'un iota son fonctionnement depuis 30 ou 40 ans. Quasiment, il y a des petits indices. J'ai posé la question une fois à un responsable à un niveau élevé de la Banque centrale. Est-ce que ça a changé? Il me dit pas du tout. La position du Trésor français reste rigide et n'empêche pas du tout d'évolution. Je crois qu'il faut, pardonnez-moi l'expression, peut-être casser la baraque de la zone franc. Changer, modifier fondamentalement les règles de fonctionnement, les fameuses réserves, le Trésor français qui garde la haute main. Il y a, je crois, imaginer des formules qui fassent évoluer cette fameuse zone monétaire, qui est une zone monétaire qui est censée assurer une certaine stabilité. Mais on ne vit pas que de stabilité, vous savez, sur le plan monétaire. Or, il y a parfois des audaces à entreprendre. Or, la zone franc, les mécanismes de fonctionnement de la zone franc ne le permettent pas. Et surtout, le contrôle qui est exercé, sinon l'hégémonie, exercée par le Trésor français. Vous parlez d'audace. Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains qui sont dans la zone franc ont assez d'audace pour imposer les changements? Écoutez, ils n'ont pas beaucoup d'audace. Objectivement, bien évidemment, là aussi, il n'y a pas beaucoup d'audace, mais il faudra bien sûr en passer par là. Il faudra en passer par là. Il y a un État dont on n'a pas besoin de citer, africain, qui n'a aucun intérêt à entrer dans la zone franc. S'il entre dans la zone franc, il est étranglé. Souvenez-vous de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est vrai que c'est un pays à part, hein, par son histoire, par ses structures, par son armée, par toutes les activités criminelles qui ont traversé, bien évidemment, ou qui traversent encore ce pays, sans doute. Mais la Guinée-Bissau, on lui a dit, il faut rentrer, des pays de la zone franc ont même apporté de l'argent africain en tant que tel, mais pour autant, la Guinée-Bissau s'est effondrée. C'est effondré parce que les règles sont beaucoup trop strictes. On ne peut pas jouer aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas jouer, les États d'Afrique de l'Ouest, puisqu'on parle d'eux, plus particulièrement le Sénégal, ne peuvent pas jouer avec leur monnaie, ne peuvent pas utiliser leur monnaie précisément pour engager, ma foi, un certain nombre de réformes, pour notamment prendre tout simplement, parfois, non pas le risque, mais prendre tout simplement, avoir l'audace, en tout cas d'engager comment dirais-je, de prendre des initiatives qui soient audacieuses. Mais est-ce que l'intérêt du Sénégal, donc, c'est de sortir de la zone franc? Mais je ne dis pas qu'il faille sortir, il faut la faire évoluer, cette zone franc. Pourquoi pas la faire sortir? On parle aujourd'hui d'une zone monétaire ouest-africaine, avec notamment les pays anglophones, pourquoi pas? Mais il faut nécessairement faire évoluer cette zone franc, qui est un outil post-colonial et qui est resté avec ses réflexes classiques. C'est à partir de Paris que sont dictées tout simplement les règles de fonctionnement de la zone franc. Et vous le savez très bien que la monnaie, ça commande tout dans une économie. Et je pense sincèrement, ce n'est qu'un remède parmi d'autres. Il y en a d'autres, mais il faudra se pencher. Moi, je ne suis pas un économiste, mais j'ai toujours entendu parler de la zone franc. Beaucoup d'économistes africains y pensent, en parlent, mais il semble que ce soit encore une fois un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Pourquoi un sujet tabou? C'est la question justement que nos dirigeants doivent se poser. À côté de chez nous, il y a la crise au Mali aussi. Là-bas aussi, le Mali a entré aussi à sortir de la zone franc pour développer son pays. Comment résout-on aujourd'hui la crise malienne? Écoutez, je crois que la crise malienne, c'est une crise multiforme. Hein. Malheureusement, le Mali va mettre du temps à se remettre véritablement, à reprendre en tout cas ses atours d'avant. Hein. Le Mali est aujourd'hui s'est effondré, véritablement effondré. Certes, il y a eu une intervention militaire qui a pu mettre un terme aux activités des groupes armés islamistes, comme on dit. C'est vrai, elle était utile, cette intervention militaire en tant que telle, pour pouvoir sauvegarder, ne fût-ce que l'intégrité territoriale du Mali, et bien évidemment, si tant est que ça puisse se faire rapidement, l'unité même nationale du Mali, sans doute. Mais le Mali, hélas, amène même les autres États africains à se poser des questions. On sait ce qu'il en a été du Mali, malheureusement, il y a différentes causes, des raisons diverses, les effets